Donc on va reprendre la journée. Voilà, au nom de toute l'équipe de la table ronde, je remercie les organisateurs de cette journée pour cette invitation. Alors, une équipe qui est vraiment représentante de l'Occitanie. On va débuter par une vidéo, une vidéo que l'on a obtenue dans le cadre de la campagne Agirto, sous l'égide de l'ANECAMS, qui a organisé une campagne en 2018 sur le repérage précoce et la prise en charge précoce. Et donc, ils ont fait une quinzaine de vidéos que je vous invite à aller voir sur le site de Agirto. Vous tapez Agirto et vous avez toute une série de vidéos et tout à l'heure, Madame Bousquejac vous en reparlera. Donc ensuite, il y a le CAMS Carcassonne qui va nous présenter les rôles et les missions des CAMS en double voie avec l'intervention commune de la PMI, avec deux médecins de PMI de l'Aude et Cécile Castro qui est médecin directeur du CAMS Carcassonne. Ensuite, il y a un représentant de l'éducation nationale, le docteur Isabelle Capel-Speck, médecin de secteur à Toulouse, qui va nous dire un mot de petit peu comment ça se passe sur le plan du repérage et du début de parcours de ces enfants qui ont des difficultés de développement. Ensuite, Aurélien Jacot, pédiatre à la polyclinique Saint-Roch, très investi dans le réseau, maintenant le réseau Occitanie, sur la prise en charge et le suivi de ces enfants à risque de troubles du développement. Et ensuite, le docteur Bousquejac, pédopsychiatre au CAMS, qui va nous présenter justement la campagne Agirto et ses déclinaisons en Occitanie. Voilà, donc je laisse la place à la vidéo. C'est pour qui maintenant? Maë a 5 ans. Il est atteint d'un trouble du développement moteur lié à une particularité génétique. Ses parents, Éric et Audrey, repèrent très tôt son manque de tonicité musculaire. Quand Maë est né, il était hypotonique. On s'en est rendu compte vers 1 mois et demi, à l'âge où il commence à lever la tête quand ils sont sur le ventre. Et en fait, Maë ne levait pas sa tête. C'était un enfant qui ne bougeait pas. Il était présent dans la relation, mais physiquement, il était immobile en fait. Donc du coup, on s'est quand même beaucoup fait de soucis. J'entends un bruit d'oiseau. Écoutez si vous taisez. Maë a 2 mois quand le pédiatre confirme son hypotonicité. Au Centre d'action médico-sociale précoce, la liste d'attente est longue. C'est donc un kinésithérapeute en libéral qui accompagne le petit garçon dans ses premières acquisitions. Il sera admis au CAMS de Châtillon 12 mois plus tard. Tous les mercredis, Maë s'entraîne avec Jennifer, la psychomotricienne du CAMS. Ils construisent ensemble le parcours moteur. Si tu as besoin d'aide, tu me demandes. Comme Maë a participé à son élaboration, il a d'autant plus envie de le faire. Réussir ce parcours est l'aboutissement de plusieurs années de pratique et d'efforts. Il faut dire qu'à l'époque, on se posait même la question s'il arriverait à marcher. C'était ça, les moments d'inquiétude. On ne savait pas s'il était atteint uniquement la motricité ou si c'était au niveau psycho aussi. On ne savait pas si les étapes, il prendrait plus de temps pour les franchir ou s'il les franchirait simplement. Maë tiendra sa tête vers 6 mois. Il parviendra à s'asseoir à 1 an, marchera à 27 mois. Et le bilan neuropsychologique montrera qu'il n'a pas de retard intellectuel. Voilà. Depuis quelques semaines, Maë a moins d'appréhension. Il prend plus de risques et tombe moins souvent. Sur les mains. Super. Ok.
J'ai fait un bilan psychomoteur en début d'année. Il avait des difficultés au niveau moteur, donc il n'arrivait pas à sauter par-dessus un obstacle. Donc là, on l'a vu qu'il l'a fait. Super. Il y a une marge de progrès qui s'est vraiment faite en 5 mois. Les Jeux du Parc assurent une continuité avec le parcours moteur du CAMS. C'est l'occasion pour Mahé de s'entraîner à coordonner les mouvements de ses bras et de ses jambes et surtout de bien s'amuser. Sur le petit pont, mon but était qu'il aille du point A au point B en assurant au mieux les prises de main, en allant le plus vite sur ce pont-là, tout en gardant son équilibre et surtout qu'il n'ait pas peur. Les crocodiles, attention. Quand son papa lui fait croire qu'il y a des crocodiles, Mahé se met dans la peau d'un aventurier et il se dépasse. T'as des crocodiles. Ouais, on va t'appeler Indiana. Allez. Il parvient à traverser le pont sans tomber, sans glisser, sans sans qu'on perdre le tienne. l'équilibre en fait. Et sans qu'on le tienne. Et il arrive à croiser des gens. Parce qu'avant on allait au pont suspendu, mais quand il n'y avait personne sur le pont suspendu, qu'il n'y avait personne qui faisait bouger le pont. Maintenant, il arrive à aller avec les autres enfants. Allez, tu te mets sur le côté, tu enlèves une main, voilà, très bien. Audrey peut maintenant courir avec son fils pour échapper au loup. Depuis qu'il va au parc régulièrement, il a acquis de l'endurance. Il était très fatigable avant, un petit trajet de 10 minutes à pied, il était fatigué. Là, il a gagné, on est capable de faire le tour du parc, de faire les jeux, de redescendre sans le porter, voilà. Il est très volontaire. Mahé a suffisamment de force dans les bras et dans les jambes pour se hisser au sommet de la grande tour. L'exercice, c'était d'assurer la prise de main, d'assurer aussi la prise de pied, et puis nous aussi, en tant que parents. C'est-à-dire qu'on puisse le laisser faire des choses et qu'on ne soit pas toujours en train de le couvrir. C'est peut-être un peu notre rôle de le pousser et d'accepter d'avoir peur. À l'école, avec ses copains, Mahé apprécie les jeux calmes, mais il n'est pas encore prêt à jouer au foot. Il entrera bientôt en grande section de maternelle. Je me souviens la première fois qu'il a réussi à faire tout seul, vraiment du début jusqu'à la fin. Il était super fier de lui. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important de le voir en réussite, parce que du coup, ça lui donne envie de continuer à faire des progrès, quoi. Voilà, donc Mahé nous illustre bien cette table ronde, bien que il s'agit des enfants de 3 à 6 ans et comme on l'a dit tout à l'heure, les troubles du neurodéveloppement n'apparaissent pas entre 3 et 6 ans, mais sont souvent précédés par certains signes qui peuvent être repérés plus tôt afin de proposer des prises en charge plus précoces et que ces prises en charge puissent minimiser l'impact à long terme de ces troubles. Je voudrais en profiter pour remercier l'ARS Occitanie qui, dans le cadre de cette campagne Agir tôt, a financé les CAMS sur 2 ans pour embaucher des personnes ou compléter des contrats pour qu'on puisse envisager des bilans, puisque comme cela a été dit dans le film, la liste d'attente est longue et que dans les situations urgentes, on puisse avoir des relais assez rapides. Alors, on a insisté, nous, mais tu en parleras tout à l'heure, Nathalie, sur des professionnels déjà au CAMS, mais aussi on a embauché des personnes extérieures qui, sur 2 ans, vont permettre d'amenuiser la liste d'attente et de favoriser ces prises en charge précoces, ne pas attendre le dossier MDPH pour que les prises en charge libérales puissent se mettre en place. Donc je vais passer la parole au CAMS de Carcassonne avec le service de PMI de l'Aude pour cette première intervention. Bonjour, donc on a choisi de faire une intervention commune entre CAMS et PMI en pensant que c'était une bonne manière d'insister plus sur le parcours de soins des enfants que l'on pouvait proposer. Donc bonjour à tous, moi je suis Véronique Meunier, je suis le médecin coordinateur des services de PMI pour le département.
Donc, je vais faire une brève introduction de nos missions, et en particulier sur l'aude. Donc, des missions qui sont communes à toutes les PMI. C'est au niveau médical, bien sûr, on a une mission essentielle qui est la prévention et qui va se décliner dans le suivi des mères de leur grossesse et aussi, bien sûr, des enfants de 0 à 6 ans. Il faut insister sur le fait que nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec des praticiens qui sont extrêmement bien formés, et en particulier dans ce domaine du dépistage et de la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux. Il faut aussi insister sur le fait qu'on travaille en lien avec les assistants maternels, les assistants familiaux et les établissements d'accueil des jeunes enfants, ce qui nous donne vraiment un périmètre d'action extrêmement large. Au niveau de l'aude, on a noué un partenariat extrêmement fort avec l'éducation nationale, et les services de PMI et nos médecins en particulier de PMI se sont investis dans des activités de formation avec l'éducation nationale pour les intervenants en école maternelle, que ce soit des professeurs, que ce soit également les ATSEM, que ce soit les intervenants au niveau des ALSH. Et on en est à la 3e année de formation conjointe, et c'est une initiative qui, à mon avis, porte des fruits. Ensuite, un autre partenariat avec l'éducation nationale, c'est avec les directeurs d'école maternelle également, en particulier par rapport à des troubles du développement et du comportement. Et là aussi, je pense que c'est une initiative qui sera reportée. Pour venir plus particulièrement à ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est donc au niveau du médical dans des situations qui peuvent nous permettre de faire un dépistage, soit par des consultations précoces, qui peuvent se faire soit au niveau des centres médico-sociaux, soit lors de visites à domicile, ou lors des bilans de santé en école maternelle. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, c'est un bilan de santé qui est réalisé chez nous en moyenne section, c'est-à-dire autour de l'âge de 4 ans, avec énormément de dépistage au niveau des troubles sensoriels, des troubles du langage, des troubles du comportement, et un dépistage qui se fait en lien avec les enseignants et les parents de l'enfant. C'est un dépistage qui s'adresse à tout le monde, à tous les enfants. C'est quand même quelque chose d'unique. Et pour vous donner une idée, pendant l'année 2016-2017, 85% des 2692 enfants scolarisés en moyenne section ont bénéficié de ce dépistage. Parmi ces 2692 enfants, 67 ont été orientés pour un trouble du comportement et 219 pour un trouble du langage. Tout ça pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, et là je vais laisser la parole au docteur Ixard qui est à mes côtés, qui est les médecins de PMI. Il y a bien sûr des sollicitations qui nous viennent du milieu enseignant. Alors, je vais revenir sur le bilan de moyenne section, donc, qui est effectué dans notre département pour tous les enfants. Ce bilan, il est réalisé par l'infirmière et le médecin de PMI en présence des parents dans les locaux de l'école. Je pense que ce bilan permet une évaluation globale de la santé de l'enfant avec une attention particulière sur le neurodéveloppement. L'échange avec les parents précise le mode de vie de l'enfant. Nous abordons le sommeil, l'alimentation, les loisirs, le temps passé devant les écrans. Quand nous repérons une difficulté, nous proposons aux parents de se mettre en lien avec le médecin référent de l'enfant, qui suit l'enfant, que ce soit un pédiatre ou un médecin généraliste, et nous proposons une consultation au centre médico-social. Parce que le temps moyen en bilan d'école maternelle, c'est 20 minutes, donc c'est trop court. Donc, en fonction de la disponibilité des mamans, voilà, on programme une consultation d'au moins 1 heure dans des locaux adaptés avec l'infirmière, cette infirmière qui fait le lien avec le milieu scolaire et qui sera présente à chaque étape donc, des consultations et de l'évaluation de ces troubles repérés. Au terme de ces consultations, on sera mené dans des situations simples à prescrire des bilans, orientation orthophonique, sensorielle, bilan psychomoteur ou psychologique, en insistant bien auprès des parents que ces bilans vont être longs parce que les délais de rendez-vous sont longs, qu'il faut être persévérant, ne pas se décourager et qu'il est impératif sur le plan orthophonique d'être en liste d'attente puisque le délai moyen est de 1 an chez nous. Alors, en parallèle, les enseignants nous contactent, nous signalent des enfants de TPS ou de petite section. Et là aussi, on va proposer une consultation PMI, ajustée aux besoins de la situation. S'il s'agit d'un tout petit,
là, d'un tout petit, on le recevra au centre médico-social et des fois avec la puéricultrice. S'il est plus grand, c'est l'infirmière qui sera avec moi au centre médico-social et le protocole sera le même en termes d'évaluation, de repérage et d'orientation. Je suis des fois surprise que ce repérage soit compliqué et difficile. Les parents sont parfois surpris, voire en colère, quand on dépiste en petite section leur enfant qui présente des troubles. Alors, comme ils disent, il venait de la crèche, il était en assistante maternelle, tout allait bien. Et ils ne comprennent pas pourquoi, tout d'un coup, l'inquiétude apparaît. Je pense que ces phases de transition, le passage de la crèche à l'école, où il y a des nouveaux codes, un grand groupe, un environnement inconnu, est un facteur d'insécurité du jeune enfant et peut révéler des troubles. Je ne pense pas que la crèche a failli à son rôle de dépistage, mais le changement d'environnement a mis au devant de la scène les troubles qui étaient déjà présents. Donc il faut ne pas banaliser, ne pas dramatiser, s'inscrire dans une démarche de suivi, parce que c'est important d'évaluer et de réévaluer ces enfants-là et d'être à disposition des parents, surtout quand on a un déni ou des parents qui ne veulent pas adhérer. Il ne faut pas aller au conflit, mais au contraire proposer un suivi et essayer d'aménager, de travailler autour du bien-être de l'enfant avec l'école et la famille. Voilà, où est-ce qu'on est ? Ensuite, on peut être sollicité, bien sûr, par un médecin généraliste. Pardon. Alors, je reprends. Quand je me trouve face à une situation complexe, d'un jeune enfant, un repérage complexe, à ce moment-là, je propose à la famille de présenter le dossier au staff mensuel CAMS PMI. J'explique aux parents que le CAMS est un appui technique, une équipe pluridisciplinaire, et que je leur ferai un retour de cette présentation au CAMS. Et je leur demande ensuite de confirmer par téléphone leur demande de rendez-vous auprès du CAMS. Ça, c'est les situations complexes. Voilà. Et la dernière porte d'entrée, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être bien sûr par un médecin généraliste, et s'il y en a dans la salle, qui n'hésitent pas à prendre contact avec les services de PMI, et également par les assistants maternels, qui sont parfois en grande difficulté, parce qu'ils sont rarement perçus par les parents comme ayant des compétences, en tout cas dans ce domaine-là, et elles sont parfois en très très grande difficulté. Donc, si jamais aussi il y en a dans la salle, surtout qu'elles n'hésitent pas à prendre contact avec les puéricultrices de leur secteur. Et surtout, comme disait Laurence tout à l'heure, il ne faut surtout pas aller en conflit, mais il faut prendre son temps. Le temps est nécessaire pour pouvoir aboutir à une approche commune. Voilà, je laisse la parole au docteur Castro. Alors, donc l'étape suivante, elle est au CAMS. Alors, juste pour rappel, le CAMS, cela signifie Centre d'action médico-sociale précoce. Donc, on a un établissement médico-social qui, sur Carcassonne, dépend de l'hôpital de Carcassonne. Notre public, donc, c'est les enfants de 0 à 6 ans, voire parfois on rencontre les familles en anténatale. Donc là, on va s'axer plus sur les 3-6 ans qui sont l'objet de la journée aujourd'hui. On est une équipe pluridisciplinaire avec différents professionnels. On dispose d'un médecin pédopsychiatre, kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste, éducatrice, psychologue, auxiliaire de puériculture, une assistante sociale et des secrétaires. Et puis moi-même qui suis pédiatre. Et c'est toute cette équipe qui va pouvoir aider dans la prise en charge des enfants. On est un CAMS polyvalent, c'est-à-dire qu'on accueille différents types de pathologies, donc tout ce qui fait partie des troubles du neurodéveloppement qui vous ont été présentés ce matin, mais aussi tout ce qui relève du polyhandicap, des pathologies motrices plus ou moins sévères, des atteintes sensorielles, des atteintes génétiques. On a un public qui est très large.
Le CAMS, donc les portes d'entrée, donc ça peut être sur sollicitation lors du staff dont nous parlaient mes collègues de PMI pour les cas complexes. On peut être aussi sollicité par les médecins traitants, les pédiatres, un peu dans le même esprit par les médecins scolaires, également pour la tranche 5-6 ans qui sont vus par les médecins scolaires, et puis directement par les parents. Pour pouvoir bénéficier d'une consultation au CAMS, il est indispensable que les parents fassent la démarche d'appeler pour prendre le rendez-vous. Lorsqu'ils appellent, les secrétaires ont un questionnaire qui va permettre de cerner plus précisément la demande. Et puis ça nous permet aussi de demander l'autorisation aux parents de contacter les différents professionnels et l'école pour pouvoir aussi avoir des renseignements sur la situation. Grâce en fait à ces renseignements, on va proposer des consultations différentes suivant les cas. L'intérêt du CAMS, donc, comme je vous disais, c'est d'être une équipe pluridisciplinaire. Donc on va en général proposer des consultations conjointes qui peuvent être soit pédiatre, pédopsychiatre, pédopsychiatre, psychologue, pédopsychiatre éducatrice, pédiatre kinésithérapeute, pédiatre psychomotricienne, suivant le cas qui est soulevé. Au terme de ces consultations, on va faire des évaluations, proposer des bilans et puis essayer d'établir un diagnostic et puis pouvoir entamer le suivi. Alors, ce qui parfois peut prêter un peu à confusion aussi, c'est qu'il y a différents types de prise en charge au CAMS. Parmi les enfants qui sont suivis en CAMS, certains bénéficient d'une prise en charge hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont venir toutes les semaines pour des soins. C'est des soins, en général, on ne prend pas en charge les enfants pour un seul soin au CAMS. On privilégie, on est une équipe pluridisciplinaire, on voit qu'on a différents cas, donc c'est souvent les cas les plus complexes qui sont pris en charge hebdomadaire au CAMS et qui vont bénéficier de plusieurs prises en charge, ce qui permet aussi d'avoir des regards croisés sur l'enfant et pouvoir avoir une idée de l'enfant dans toutes ses dimensions. Donc ça, c'est le premier type de prise en charge. On a un autre type de suivi qui s'appelle la prévention-surveillance. En fait, c'est des enfants qu'on va revoir régulièrement en consultation et puis pour lequel on va proposer, si besoin, des soins en libéral et on va avoir une action de coordination des soins. Donc c'est une grosse partie des enfants qui viennent au CAMS, puisqu'il y a à peu près un tiers des enfants qui sont en prise en charge hebdomadaire et 2 tiers des enfants qui sont en prévention-surveillance. On a une limite aussi, c'est que les enfants qui sont suivis en orthophonie en libéral ne peuvent habituellement pas être en prise en charge hebdomadaire au CAMS pour des raisons de tarification, sauf dérogations très particulières. Donc il y a cette limite aussi. Et puis, on a une dernière modalité que l'on a créée parce qu'on avait un peu de difficulté à prendre en charge les grands enfants. Alors, quand on dit grand, tout est relatif, mais c'est les 4 ans et demi et plus. Donc, on a créé un groupe évaluation grand qui est animé par une psychologue et une éducatrice. Et en fait, les enfants sont vus toutes les semaines à peu près pendant 6 mois, ce qui permet de faire une évaluation, de proposer des bilans, poser un diagnostic et puis orienter vers des structures de suivi par la suite si besoin ou vers des prises en charge adaptées et puis mettre en place les aménagements au niveau de l'école si nécessaire, faire les dossiers MDPH, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc, comme vous voyez, le CAMS permet de mettre en place des suivis pluridisciplinaires. On a un gros travail aussi qui est effectué par les professionnels du CAMS pour faire le lien avec les écoles. Donc, dès l'entrée, comme on disait, dès la fiche d'appel, on peut se mettre en lien avec l'accord des parents, avec l'école pour savoir aussi quel est le ressenti de l'école et quels sont les besoins.
Les professionnels du CAMS participent pour les enfants qui sont suivis aux équipes de suivi, aux équipes éducatives, pour pouvoir aussi avoir un regard sur tous les milieux de vie de l'enfant. Et puis, notamment grâce au programme Agirto dont on vous a parlé précédemment, on a eu donc un financement de l'ARS qui nous a permis, nous, sur le CAMS de Carcassonne, d'avoir un temps d'éducatrice et un temps de psychomotricienne qui vont agir au niveau des écoles, en fait, qui vont permettre d'avoir des soins au niveau des écoles. Au sein du CAMS, on s'occupe également de tout ce qui est formalisé avec les parents, les demandes auprès de la MDPH, que ce soit les demandes d'AESH, les demandes d'AEH ou toutes les demandes qui sont nécessaires. On voit que c'est très difficile pour les parents d'accéder à ces dossiers, de comprendre quelles sont les demandes et au niveau administratif, c'est assez compliqué. Il y a un gros travail de l'assistante sociale pour aider les parents dans toutes ces démarches. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une prise en charge globale qui va prendre toutes les dimensions de l'enfant, que ça soit donc au niveau purement rééducatif, mais aussi au niveau de l'école et puis au niveau de la famille également, avec des interventions qui sont faites également dans le milieu familial, des groupes aussi pour les frères et sœurs. Donc c'est une prise en charge qui est très très globale. Et puis, si au terme de l'évaluation diagnostique ou lors de la prise en charge, on est en difficulté pour des cas qui sont très complexes, on va faire appel à des niveaux 3, donc des centres de référence et aux centres de ressources, suivant les besoins. Donc la PMI participe également au suivi, avec en particulier un rôle et un travail de partenariat qui va s'adapter aux situations. Il n'est en aucun cas un remplaçant ou du médecin traitant ou de se mettre à la place du CAMS. Et on a 3 actions fondamentales. Alors, le médecin de PMI, je participe aux équipes éducatives. L'infirmière de PMI reste en lien avec l'école. Parfois, ces enfants sont connus de la PMI et donc nous proposons aux familles de poursuivre le suivi en consultation habituelle de PMI. Nous connaissons la fratrie. S'il s'agit d'un enfant jeune, on peut faire appel aux puéricultrices de PMI qui interviennent à domicile. Je pense que notre présence à la fois dans le milieu scolaire et à la fois dans le milieu familial favorise la cohérence du projet de soins autour de cet enfant et l'adhésion de la famille. Je pense qu'un enfant peut être suivi par le CAMS et la PMI à sa place dans le suivi, l'accompagnement des familles. Et le staff mensuel nous permet de nous accorder et de travailler dans le même sens et de maintenir cette cohérence. Donc l'idée, c'était de vous présenter un petit peu le parcours de soins qui, comme l'a dit Vincent, correspond aux recommandations HAS actuelles. Oui, c'est presque fini. C'est la fin. Donc le parcours de soins, l'idée c'est quand il y a un repérage des signes d'appel d'un trouble du neurodéveloppement, le premier recours, je pense que c'est important, c'est soit le médecin généraliste a le temps et les compétences pour avancer dans le diagnostic, mais aussi de faire une confiance à la PMI, qui sont des médecins spécialisés dans le développement de l'enfant, et pas hésiter à avoir ce recours à la PMI pour avoir un premier avis et pouvoir mettre déjà des choses en place. Donc ça, c'est pour, en général, les enfants petites, moyennes sections. Et puis pour les grandes sections, on a le même dispositif avec les médecins scolaires. Et puis ça permet aussi, dans les situations simples, de pouvoir mettre en place l'accompagnement, les prises en charge et d'avoir une évolution positive. Et puis, dans les situations plus complexes, de faire appel à un niveau 2, une équipe pluridisciplinaire spécialisée, dont fait partie le CAMS, mais aussi, bien sûr, d'autres structures comme le CMP, le CMPP, les CESAD et d'autres types de structures. Et puis, de réserver les situations très complexes au niveau 3 pour avoir un avis sur les centres de référence et les centres de ressources.
Donc, on a juste fait une dernière petite diapo pour dire les limites, parce qu'on se doutait que dans la salle, vous nous solliciteriez sur ce sujet. Les limites dans ce dispositif, vous les vivez au quotidien. C'est les délais de consultation. Pour notre part, au CAMS, on a des délais importants de consultation liés au fait que le temps il est limité et qu'on a du mal à pouvoir proposer des consultations rapidement. Les délais de prise en charge, en fait, comme vous avez vu, on a une grande diversité de pathologies suivies avec des enfants qui peuvent être repérés dès la période anténatale ou précocement dans le cadre du suivi du nouveau-né vulnérable. C'est des enfants qu'on va suivre pendant 6 ans et avec des prises en charge qui vont être longues. Et en fait, on manque de créneaux de prise en charge. Donc, pour vous dire, là, on fait les plannings des différents rééducateurs. On se réunit, on programme ça on prévoit les prises en charge sur le mois de juillet. Et quand on commence en septembre les prises en charge au CAMS, on est pratiquement à plein. C'est-à-dire que les orthophonistes, les psychomotes, kinés et tous les professionnels ont leur planning plein. Voilà. Donc c'est très très compliqué de recevoir les parents et en leur disant que la prise en charge ne pourra pas être débutée tout de suite. La situation est identique tout du moins pour le secteur du Carcassonnais en libéral, c'est-à-dire que comme disait le docteur Izard, en orthophonie on est à 1 an minimum de délai d'attente, voire plus, voire des orthophonistes qui ne prennent plus sur liste d'attente parce qu'elles sont complètement débordées et on manque cruellement de professionnels en libéral. Et puis, et le dernier point, c'était la transition crèche-école, parce qu'on a un très fort partenariat au niveau des EAJE et du CAMS, et avec effectivement du dépistage précoce, une équipe éducative en fin de séjour, si on peut dire, en EAJE, et qu'il y a peut-être une limite qui se retrouve dans le retard à la notification par la MDPH, qui se traduit ensuite par un retard au recrutement par l'Éducation nationale d'un accompagnant pour les enfants en situation de handicap, et peut-être qu'il y aurait un travail à faire pour permettre à ces enfants qui ont été dépistés de très bonne heure par les professionnels de la toute petite enfance d'être suivis et de ne pas perdre du temps à cause de l'administration, on dira en général. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à l'exposé suivant et qu'on verra les questions en fin de présentation. Isabelle. Donc c'est Madame Isabelle Capelspeck, médecin de secteur à Toulouse. Donc, je suis médecin de l'éducation nationale dans le 31. Alors, je précise le département parce que, vu nos effectifs et nos fonctionnements, ce qui est explicable de l'organisation du 31 n'est pas forcément reproductible dans les autres départements qui sont plus ou moins, où les postes sont plus ou moins pourvus. Donc, chronologiquement, nous intervenons plutôt après le CAMS et la PMI. Historiquement, nous faisions les visites de dépistage, c'est-à-dire de dépistage où on voyait tout le monde en grande section. Alors, je dis historiquement parce que notre nombre ne nous permet plus de faire du dépistage. En Haute-Garonne, nous avons maintenu ces dépistages dans certains secteurs, notamment les zones REP+, puisque là, les enfants et les familles cumulent un certain nombre de facteurs de risque, de vulnérabilité, et il est compliqué parfois de faire le point entre le retard, le trouble, le manque de stimulation, enfin, les facteurs sont nombreux. Donc là, les visites de dépistage de grande section centrées sur les apprentissages, mais qui comprennent bien évidemment une partie sur le recueil des antécédents, du parcours de vie, du parcours médical, du parcours scolaire, de l'histoire de la famille, sont faites donc de façon systématique sur ces secteurs REP+, avec des visites complètes qui, quand on fait du dépistage, peuvent prendre au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, et effectivement, quand on va passer au repérage, ça sera plus long, et ça dépend aussi si les dépistages sensoriels ont pu être effectués, s'il y avait une infirmière scolaire qui a pu les faire ou pas. Donc tout cela, effectivement, est chronophage et demande beaucoup de temps et d'organisation. Donc nous faisons donc majoritairement hors REP+, des visites après repérage. Donc le repérage étant principalement fait par les équipes pédagogiques, par les enseignants, et qui nous interpellent sur donc des difficultés d'apprentissage
plus que sur des retards d'acquisition dont on peut espérer qu'effectivement ils aient été vus, repérés avant. Nous sommes parfois quand même interpellés sur des retards d'acquisition qui auraient pu être vus avant, mais en raison du parcours de vie de la famille, de la compréhension, de l'acceptation ou de la difficulté familiale à mettre en place une démarche diagnostique, d'accompagner la démarche diagnostique et le parcours de soins. On peut être aussi interpellé sur des retards d'acquisition plus importants, mais notre visite de grande section est plutôt ciblée sur les troubles d'apprentissage. Donc nous avons un rôle aussi de formation des enseignants, comme vous l'aviez décrit, qui peut se faire au cas par cas sur une situation, mais être utilisable et généralisable sur d'autres situations, ou après sur des situations de formation d'une école qui a une demande particulière, ou après des programmes de formation en lien avec l'ASH de la direction académique. Nous avons également un lien d'intermédiaire et de coordination, tout au moins de reconstitution de l'histoire du parcours de soins, de la démarche, avec les secteurs de soins, avec les paramédicaux, où parfois il est nécessaire de reconstruire un peu l'histoire de ce qui a été fait. Il est souvent nécessaire aussi de reparler avec les parents, des mots qui ont été employés, des conséquences et de tout ce travail qui est très très compliqué pour les parents qui font, comme on dit, le deuil de l'enfant parfait, ce qui est difficile à faire. Et donc, et mieux nous comprenons et nous arrivons à coordonner, tout au moins à avoir une meilleure connaissance de la situation de cet enfant, ça nous permet aussi donc de former les enseignants et de voir pour cet enfant-là à une meilleure adaptation des aménagements en classe qui bien sûr ne remplacent jamais le soin mais permettent quand même une évolution scolaire plus adaptée, donc avec la MDPH ou avec des aménagements même sans dispositif particulier acté. Et voilà. Donc voilà notre travail qui est entre 3 et 6 ans aussi. Mais après, nous continuons à suivre les enfants jusqu'au bac. Mais là, c'est sur repérage et sur interpellation. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Aurélien Jacot, pédiatre à la Polyclinique Saint-Roch, qui va nous parler du rôle des professionnels de premier recours et les enjeux. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le rôle du pédiatre de ville, donc rapidement, je vais vous dire que je qualifierais sa place de naturelle, d'évidente, comme premier recours dans le parcours de soins de l'enfant, mais aussi une place fragile à affirmer. Pour simplifier, mais ça correspond à la réalité, on a 2 types de situations. Il y a d'une part les enfants qui sont déjà identifiés comme ayant un facteur de risque néonatal ou périnatal de troubles du neurodéveloppement. Ces enfants, ils ont été inclus en période néonatale dans un réseau de suivi des enfants vulnérables. Puis d'autre part, il y a les enfants qui n'ont pas été repérés comme tels ou qui n'avaient pas de facteur de risque identifié, ou alors les parents n'ont pas adhéré au suivi. Et ça, c'est la deuxième situation. La première situation, donc ces enfants qui ont un facteur de risque identifié, ils sont inclus dans des réseaux, donc les RSEV, les réseaux de suivi des enfants vulnérables, qui sont coordonnés par les réseaux de santé en périnatalité. Et le pédiatre libéral, au même titre que les pédiatres hospitaliers, les pédiatres de CAMS, les médecins de PMI, peuvent être médecins référents du suivi en ville. En Occitanie, donc le réseau de périnatalité Occitanie, qui est issu du regroupement des réseaux PTIMIP et Grandir en Languedoc-Roussillon, ont récemment harmonisé leurs critères d'inclusion et leur calendrier de suivi. Je vous montre ici un aperçu avec un groupe dit à très haut risque et un groupe dit à risque plus modéré. Et vous voyez que les lieux de suivi incluent à chaque fois le pédiatre libéral qui peut être médecin référent du réseau. Alors ici, vous ne voyez pas les autres critères, mais ils existent bien sûr, qui sont les critères d'inclusion liés à l'environnement de l'enfant, son environnement familial notamment. Vous voyez la place des pédiatres libéraux. En ex-Midi-Pyrénées, près de 40% des enfants étaient suivis par un pédiatre libéral, 20% en ex-Languedoc-Roussillon. Pour vous donner une idée, là, on inclut environ 1500 enfants chaque année sur la région Occitanie, 60 000 naissances
Donc c'est 2,5%. Alors le pédiatre libéral dans ses réseaux, force et faiblesse. Alors bien sûr c'est un acteur incontournable, naturel, comme on disait tout à l'heure, c'est parfois même le pédiatre de famille. Donc c'est d'emblée une alliance facile avec les parents. Alors on rappelle toujours que les parents ont le choix du médecin référent dans les réseaux de suivi d'enfants vulnérables. Donc on a intérêt à avoir une bonne alliance. Il vaut mieux un médecin référent choisi qu'un médecin référent imposé qui peut-être aura une moins bonne alliance et peut générer des pertes de vue. Les consultations hospitalières sont saturées. C'est sûr qu'on a une répartition intelligente. On essaye de répartir les consultations entre l'hôpital et la ville. Et puis, il y a des outils. Les outils de suivi des enfants vulnérables sont tout à fait adaptés à la pratique ambulatoire. De l'autre côté, le pédiatre libéral, c'est un acteur qui n'est pas toujours facile à mobiliser du fait de l'organisation du cabinet, de l'exigence, et ça c'est un point majeur, de l'exigence de formation initiale et de formation continue dans le domaine du développement de l'enfant et plus spécifiquement dans le domaine des troubles du neurodéveloppement. Le médecin libéral, le pédiatre, est relativement isolé par rapport à une consultation hospitalière. Et puis il y a un point aussi de valorisation de ces consultations qui, on l'a déjà dit, sont des consultations longues. Et je crois que la convention récente de l'assurance maladie répond, en tout cas partiellement, avec des valorisations de consultations complexes et très complexes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces consultations ? Bien sûr, on a parlé beaucoup de précocité. Alors là, on est maintenant plus sur les 2-3 premières années. On est sur l'ultra-précocité, c'est-à-dire sur les premières semaines avec des outils de repérage précoce. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objet de la présentation. Mais bien sûr, maintenant, on repère très tôt. Alors, il y a des outils qui s'appellent les items discriminants. Voilà, vous reconnaissez peut-être les manœuvres qui avaient été proposées par Mme Amiel-Tison. Voilà, tout ça, l'intérêt, c'est d'avoir une valeur prédictive sur le développement ultérieur. Les mouvements généraux, sûrement vous en avez entendu parler, l'évaluation des mouvements généraux qui va être intégrée à l'évaluation précoce de ces nouveau-nés vulnérables. D'un autre côté, il y a ceux qui n'ont pas été inclus. Donc, alors là, c'est plus difficile. On va essayer de les rattraper. C'est le parcours du combattant, c'est la réalité. Alors, le temps de coordination, oui, c'est long. La consultation elle-même est longue, on en a parlé, parce qu'il faut observer l'enfant, il faut accueillir les émotions des parents, leur histoire, et puis il faut après, une fois que la consultation est terminée, c'est pas fini, il y a un temps de coordination qui est souvent majeur. Contacter les professionnels de son réseau avec la problématique de la disponibilité, de la formation des rééducateurs. On n'adresse pas à n'importe quel kiné, à n'importe quel psychomotricien. Il faut des gens qui soient formés à la prise en charge précoce, ultra précoce. Il faut avoir son réseau. Il faut se faire confiance dans les relations, notamment ville-hôpital. Et c'est là que, bien sûr, les plateformes de coordination dont Vincent Henry a parlé tout à l'heure ont leur place, puisque le pédiatre libéral va pouvoir être interlocuteur, pardon, plutôt les plateformes vont pouvoir être l'interlocuteur du pédiatre libéral dans ces situations. Avec ce petit livret, effectivement, sur le repérage des troubles du neurodéveloppement pour les médecins de première ligne, qui est, je trouve, particulièrement bien fait. J'en profite pour rajouter que le pédiatre est l'expert du développement de l'enfant. C'est naturel, c'est évident. Le pédiatre libéral a sa place en première ligne, mais aussi en deuxième ligne. Il y a des expérimentations de consultation conjointe pluridisciplinaires de suivi du développement, y compris dans des structures privées, en libéral, avec des consultations longues, conjointes, et une prise en charge globale. La formation, j'y reviens parce que c'est bien sûr le facteur limitant, c'est la condition nécessaire, c'est-à-dire que ce n'est pas inné parce qu'on est pédiatre d'être forcément expert sur le neurodéveloppement, donc effectivement il y a la nécessité de cette formation initiale et continue. Pour terminer,
Vous connaissez bien sûr l'existence, enfin en tout cas la publication prochaine de ces recommandations. Donc pour faire partie du groupe de travail, bien sûr avec la clause de confidentialité, je peux vous dire que donc, ce texte sera publié fin 2019 ou tout début 2020. Il a passé la phase de relecture cet été. C'est un exercice périlleux parce qu'il a nécessité de concilier les données scientifiques actuelles, les réalités du terrain et les revendications, bien sûr, des groupes de professionnels. Je pense j'espère qu'on a réussi et que, en tout cas, ce texte s'est bien recentré sur le parcours de l'enfant parce qu'effectivement, tout ça, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour le bénéfice de l'enfant et de sa famille. Voilà, merci de votre attention. Je passe la parole à Nathalie Bousquet-Jacques. Bonjour, donc je vais vous présenter la campagne Handicap Agir Tôt, qui est une campagne d'information et de sensibilisation sur les troubles du développement du jeune enfant, qui a été initiée par l'ANECAMS, donc l'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce, donc les CAMS et autres services, et sous le parrainage de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Alors, avec de nombreux partenaires, dont vous voyez ici une liste qui n'est pas exhaustive. Il n'y a que l'ARS Occitanie qui figure, mais évidemment, puisque c'est une campagne nationale, de nombreuses autres ARS ont participé. Je n'ai pas mis tous les logos sur cette diapositive. C'est une campagne donc, qui a été initiée en septembre 2018, qui répond à une nécessité fondamentale de repérer au plus tôt les troubles d'un enfant et mettre en place des soins précoces qui lui donneront les meilleures chances de développement. Donc avec des moyens qui sont destinés à diffuser, à animer cette campagne dans les territoires au plus près du public et des professionnels qui interviennent auprès des jeunes enfants. Donc les recommandations de bonnes pratiques qui seront bientôt enrichies par celles dont nous parlait Aurélien, s'accordent sur l'importance de l'approche précoce, multidisciplinaire, coordonnée des difficultés rencontrées par les enfants et leurs familles. Donc qui intègre le soin, l'accompagnement social, médico-social, psychologique et le soutien de la socialisation. Donc dans cette campagne, on cherche à développer l'information et la communication en direction des parents, des professionnels de première ligne pour une intervention plus précoce, plus globale, plus coordonnée. Donc Hubert parlait tout à l'heure du site qui s'appelle handicapagirtôt.com, dont je vous recommande d'aller voir. Donc vous avez la liste en bleu des différents espaces sur lesquels vous pouvez cliquer. Les rubriques ne sont pas initiées comme ça en bandeau en haut, mais dès que vous cliquez sur une rubrique, vous avez ensuite toute cette liste qui apparaît, dont des petits épisodes comme celui que vous avez vu tout à l'heure. Il y a 15 petits films de ce type-là, qui s'appelle la web-série, ou qui parle de différents types de handicap. Ensuite, les âges clés de l'enfant, du repérage, des âges clés pour le repérage précoce. Les signes qui peuvent inquiéter, ça rejoint ce qu'on voit dans le cahier repérage GTND d'ailleurs. Les aides, les conseils des parents. Alors, ces conseils des parents, c'est conseils aux parents et témoignages de parents, donc conseils de parents aussi. Ça peut être intéressant aussi pour les parents. C'est à conseiller aux parents ce site, parce qu'il y a aussi c'est tout un tas de rubriques qui peuvent les concerner directement. Dans les institutions ou vers qui se tourner, vous avez aussi la liste de tous les CAMS, notamment. Donc il s'agit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il s'agit de repérer les signes précoces, on en a déjà parlé, sensibiliser les acteurs et essayer de ne pas perdre de temps tout en prenant en compte tous les besoins de l'enfant et de sa famille, en prenant en compte les aides qu'on met en place et comment les adapter à l'âge de l'enfant et à son développement, et comment soutenir l'inclusion des enfants en milieu ordinaire, structure d'accueil du jeune enfant ou école maternelle.
Alors, l'ARS Occitanie a décidé de soutenir cette campagne en dotant les 19 CAMS de la région Occitanie de 5 000 € par an et par CAMS pendant 2 ans pour pouvoir mettre en œuvre des actions spécifiques dans le cadre de cette campagne. Alors, je vais vous présenter ces actions, non pas CAMS par CAMS, parce que ce serait un peu laborieux. Donc, je vais vous présenter les actions qui ont déjà été mises en œuvre. Alors, évidemment, tous les CAMS n'ont pas mis en œuvre toutes ces actions. Chaque CAMS a choisi des actions à mettre en œuvre pour bien utiliser ces moyens. Donc, il y a d'abord des actions de sensibilisation destinées au grand public, destinées spécifiquement aux parents, destinées aux généralistes, PMI maternité, médecins de maternité ou parents en maternité, sensibilisation des professionnels des structures petite enfance, action de soutien envers les structures petite enfance autour des difficultés des enfants, de comportement, d'alimentation, de posture, et action destinée à un accueil plus précoce en CAMS, c'est-à-dire faire un accueil et une guidance parentale en attendant la prise en charge. Donc, proposer un accueil qui permet de temporiser, vu les listes d'attente dont on parlait tout à l'heure. Donc, les moyens qu'on peut mettre en œuvre, il y a eu, donc on peut utiliser les films qui sont sur le site, faire certains, comme c'est à Narbonne, on crée une page Facebook. Il y a des journées de formation, je crois qu'en Ariège, par exemple, a eu lieu récemment une journée. Il y a intervention dans des instituts de formation, dans les instituts de formation des professionnels, des rencontres débats, grand public, participation à des ateliers, à des forums aussi grand public ou à destination des professionnels, comme une journée d'aujourd'hui, par exemple. Alors, des équipes dédiées ont été recrutées. Donc, dans ces équipes, on trouve des psychologues, des psychomotriciens, des EJE, des kinés, des orthophonistes, des ergothérapeutes et peut-être d'autres professionnels que j'ai oubliés. Certaines équipes ont créé des plaquettes de présentation ainsi qu'une boîte mail dédiée qui permet de répondre aux questions posées par principalement les structures petite enfance et les écoles. Enfin, ces équipes peuvent intervenir dans ces écoles, dans ces établissements d'accueil ou dans les écoles pour aider au repérage et au dépistage pour des enfants qu'elles ne connaissent pas et pour aider aux adaptations nécessaires pour des enfants qu'elles connaissent ou qui sont suivis par d'autres professionnels libéraux, par exemple. Et enfin, l'accueil plus précoce en CAMS, c'est bien, il y a ces équipes, donc ces professionnels qui peuvent proposer un groupe d'accueil, qui peuvent proposer de la guidance parentale, qui peuvent proposer de l'information aux parents. Donc la plaquette est aussi utilisable par les parents ainsi que la boîte mail, pour ceux qui en ont mis une en place. Donc je conclus avec 2 citations que j'ai entendues à la journée qui a eu lieu le vendredi 15 novembre, c'est vendredi dernier. Vincent Desportes, qui est neuropédiatre lyonnais spécialiste de la déficience intellectuelle, dont on parlait tout à l'heure, disait que l'outil diagnostique en précocité pour les troubles du neurodéveloppement, c'est la trajectoire développementale après l'intervention précoce. Ça veut dire que les courbes que nous a montrées le professeur Schex tout à l'heure, si on se dit que quand on ajoute la flèche intervention précoce au moment où on repère les troubles, si ce trouble va en s'améliorant, eh bien on est plus dans quelque chose, disait-il, d'environnemental. Et si ce trouble reste sur sa courbe en dessous de la norme, on est sur un trouble du neurodéveloppement. Mais dans tous les cas, il faut proposer une intervention précoce. Et ensuite, une maman qui disait, parlant de son enfant, elle va être, et je mets sa citation avec son autorisation, bien sûr, elle va être la meilleure version d'elle-même parce qu'elle a été diagnostiquée tôt. La précocité du diagnostic est une chance. Et j'insiste là-dessus parce que, je crois que c'est Vincent aussi qui l'a dit tout à l'heure, Vincent Henry, si on rassure à tort les parents, c'est plus souvent catastrophique pour la suite que bénéfique. Il faut bien en être convaincu parce que nous, on voit arriver des parents des fois un peu trop tard et avec des parents qui... après, on dit les parents sont dans le déni. Ben non, ils ne sont pas dans le déni au départ. Ils deviennent dans le déni parce qu'on les a rassurés à tort et ils s'accrochent à des paroles de réassurance et d'espoir. Mais au final, leur enfant, lui, continue à ne pas aller bien. Donc, en fait, si on accompagne les parents tôt et qu'on entend leurs inquiétudes dès qu'elles se manifestent, c'est ça qui est une chance pour l'enfant.
Voilà, je vous remercie. Alors, par rapport au discours rassurant précoce, je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose à aborder par rapport aux annonces, à l'annonce, parce que ça a un effet d'annonce. Quand un professionnel va parler de difficultés à des parents, un professionnel de la petite enfance, il va peut-être pas se sentir à sa place pour en parler déjà. Et c'est vrai qu'il y a, à mon avis, tout un travail à faire auprès des professionnels de la petite enfance de comment aborder une difficulté chez un enfant. Alors nous, ça nous paraît évident dans nos salles de consultation où on est protégé par notre statut finalement, mais je pense que c'est très compliqué et ça c'est important parce que toutes les choses qui sont dites à ce moment-là sont enregistrées par les parents. Il n'y a qu'à le voir même autour de la naissance, autour des choses qui ont été dites et qui restent vraiment gravées dans le cerveau des parents et qui peuvent hypothéquer le suivi après ou la prise de confiance avec les professionnels. Donc je pense que ce travail, il faudra qu'on y pense. Peut-être, je ne sais pas, c'est un sujet de réflexion important. La deuxième chose, c'est que on voit qu'il y a deux types d'enfants. En fait, pour résumer, il y a celui qui est fléché parce qu'il est né dans des situations particulières, avec un réseau qui a très bien fait son travail depuis des années. Ça fait 10 ans que le réseau travaille là-dessus, où on a élargi les indications de suivi dans le cadre du réseau, où on a pu y réfléchir. Et puis, il y a les autres pour lesquels on découvre à 4 ans, 5 ans, où il y a des difficultés qui sont des fois importantes. Et je pense notamment aux difficultés des fonctions exécutives, par exemple, qui peuvent empoisonner vraiment les enfants d'une manière terrible, et pour lequel c'est compliqué d'entamer un parcours, parce qu'il n'y a pas de fléchage, et c'est là où toute la dimension des plateformes de coordination précoce avec un numéro unique que pourront appeler les médecins de première ligne, les médecins généralistes, trouvent tout son intérêt, ces plateformes, pour qu'ensuite on ne perde pas de temps en attendant le dossier MDPH pour avoir la prise en charge en psychomotricité, en ergothérapie, pour aller voir un psychologue. Et donc je crois que vraiment ces plateformes, on les attend. Et je crois que c'est vraiment quelque chose pour ces enfants qui n'ont pas été repérés très tôt. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, est-ce que vous avez des questions ? Christine Gaulier, médecin généraliste dans le Nord-Aveyron. Je suis très intéressée par l'histoire de la formation en maternelle, le partenariat entre une PMI et les formations, le partenariat entre PMI et Éducation nationale. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sans en parler tout de suite, mais où je peux chercher ? Alors chercher, plus simple, c'est qu'on se parle au moment du repas. D'accord. Si vous voulez, c'est un partenariat qui a été fait avec donc l'Éducation nationale sur la formation des professionnels déjà en activité. On en a plusieurs, donc aussi bien les professeurs que les personnes qui interviennent en ALSH, que les ATSEM. Ensuite, on a un autre partenariat qui est sur les étudiants. Alors là, c'est un autre versant, parce que là, on est sur des gens qui n'ont pas été confrontés à la réalité. Et ensuite, on a un troisième partenariat qui est sur les directeurs d'école. C'est encore autre chose. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut en échanger au moment du repas. Bonjour, moi je suis Maryse Palmiero, éducatrice en centre parental. Vous parliez des délais de prise en charge au CAMS. Quand un diagnostic est posé et qu'il n'y a pas de possibilité de prise en charge, comment on fait ? Voilà. C'est la question qu'on se pose tous. On parle tous de précocité et c'est une souffrance pour tout le monde, pour les parents, pour les professionnels qui ont posé le diagnostic, parce que, alors, pareil, quand on adresse un enfant, faut pas s'attendre non plus à avoir un diagnostic tout de suite. On a vu que la trajectoire développementale était importante, que maintenant on se basait aussi sur des outils normés, en quelque sorte. Donc, l'évaluation diagnostique, l'annonce du diagnostic, ça va prendre du temps. Donc
Donc ça, je crois que c'est un paramètre important à avoir en tête. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on envoie l'enfant chez le pédiatre ou au CAMS ou quelque part qu'on va avoir une réponse tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Et puis après, c'est vrai qu'on est en difficulté. Alors on monte tous, je crois, des solutions un petit peu alternatives en faisant des groupes. Certains l'ont fait avec le financement de la campagne Agirto. On essaye de mettre en place des prises en charge libérales, mais il y a certaines professions où c'est complètement saturé. On continue de voir les enfants en consultation. On essaie d'intervenir dans les écoles, de soutenir l'équipe enseignante pour mettre en place des choses au niveau de l'école. Mais effectivement, c'est très compliqué et c'est un problème aussi bien pour les familles que les écoles que les soignants aussi, parce que ça les met dans des situations très difficiles. Je voulais juste rebondir sur ta remarque, Hubert, sur la question de la formation, la formation de l'annonce, pas forcément diagnostic, mais l'annonce en tout cas qu'on a un doute sur le développement de l'enfant. Et je pense que c'est effectivement quelque chose de central. Déjà, quand on a nous-mêmes un doute en tant que professionnel j'imagine un professionnel de crèche qui a un doute, de pouvoir en parler. Ça aussi, je pense que c'est important de pouvoir aller voir la directrice de crèche ou quelqu'un d'autre, de dire tiens, cet enfant, je me pose la question. Ça, c'est déjà une première étape. Et après, effectivement, de la question de comment annoncer aux parents qu'on va les adresser vers un médecin ou vers une structure. C'est effectivement, même nous qui le faisons malheureusement régulièrement, c'est à chaque fois une épreuve. Mais je pense pour des personnes qui ne sont pas du tout formées à ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je voulais faire la remarque. Pouvoir, y compris en jeu de rôle, je me dis, c'est quelque chose qui se travaille vraiment. Allez, voilà, je suis un parent. Comment vous m'annoncez que vous vous posez des questions sur le développement de mon enfant, comment vous allez réagir à ça, etc. Du coup, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que c'est difficile et c'est bien de pouvoir s'y former. Et en même temps, on sait, nous, qui sommes professionnels de santé, c'est que c'est crucial pour nous, pour pouvoir travailler ensuite et pour que les parents adhèrent aux propositions de suivi et de prise en charge, que les crèches et les écoles évoquent aussi les difficultés de l'enfant, même dans la suite du parcours, je dirais. Pas seulement au début. Il faut qu'on arrive vraiment à travailler en partenariat étroit autour de ces questions-là. Et c'est vrai que les équipes dédiées de Agirto sont, en tout cas dans la précocité, des interlocuteurs. C'est ça que la plupart des CAMS souhaitent proposer aussi, c'est qu'elles puissent, comme elles vont aller vers les structures et les écoles régulièrement, qu'elles puissent être les interlocuteurs, notamment les psychologues, de dire, voilà, on a repéré cet enfant, on n'en a pas parlé aux parents, comment en parler aux parents. Voilà, ce seront en proximité. Alors le programme dure que 2 ans, on verra ce qui se passera après, mais pour les 2 ans à venir, ce seront des interlocuteurs de proximité intéressants, je pense. Je voudrais juste rebondir sur cette question, toujours sur le département de l'Aude. Au niveau des EHGE, on a des réunions au niveau du département et ces questions-là ont été bien sûr abordées. Et la plupart des personnes qui travaillent dans les EHGE du département ont cette attitude de toujours mettre une observation avec plusieurs intervenants pour déjà se dire, voilà, est-ce qu'on pense à peu près tous la même chose, de se regrouper, d'analyser le cas, et ensuite d'appeler au secours, je dirais. Le CAMS, et qui, autant soit sur Carcassonne que sur Narbonne, est extrêmement présent et va toujours répondre positivement aux demandes des professionnels des établissements d'accueil des jeunes enfants. Et c'est vrai que ce que vous dites, cette annonce aux parents est très compliquée. Elles sont en très grande difficulté. Il ne faut pas oublier également que sur les établissements d'accueil des jeunes enfants, il y a ce qu'on appelle les médecins de crèche. Alors bien sûr, c'est un petit peu comme les médecins scolaires. C'est très difficile et sur certains départements, ils sont en voie de disparition. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y en a. Et ils doivent normalement être en positionnement pour aider dans cette annonce au niveau des parents. Voilà. Je rajoute juste un point que je n'ai pas trop mis en valeur dans les diapos, mais je pense que c'est essentiel. C'est parce qu'on a beaucoup parlé de repérage, des difficultés. Il faut aussi penser à repérer les compétences
des enfants et des parents. Et d'abord, peut-être parler, avant d'annoncer des difficultés, parler des compétences, parce que sinon, on va droit dans le mur. Hein. Il faut surtout ne jamais l'oublier. Tout enfant a des compétences, tout parent a des compétences. C'est important de les repérer, de les soutenir pour pouvoir aborder ensuite ensemble ce qui est difficile. Voilà, c'était juste pour ajouter aussi, bien sûr, qu'il y a toute cette problématique sur on va dire les diagnostics plus lourds, ou les démarches diagnostiques, les suspicions de situations difficiles. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au quotidien et dans les écoles, le fait d'avoir un enfant qui n'apprend pas à lire comme les autres, etc., est une blessure aussi pour un certain nombre de parents qui ont un enfant qui va bien, qui fait comme les autres. Et le jour où il est à l'école, par contre, il n'apprend pas comme les autres. Et c'est moins dramatique peut-être que pour certains autres diagnostics, mais c'est tout aussi pour les parents une épreuve en grande section, en CP. Il va à l'école tous les jours, il est normalement stimulé, il n'a pas de problème. Et celui-là, par exemple, il n'apprend pas à lire, ou il n'écrit pas comme les autres, ou il ne veut pas tenir son crayon. Et c'est des souffrances aussi familiales extrêmement importantes, avec un retentissement sur l'enfant, bien sûr. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc on va mettre un terme à notre table ronde. On vous remercie.